Merci Christophe. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je suis du laboratoire d'hydrologie de Nancy, donc une entité de l'ANSES, spécialisée donc sur les aspects un peu techniques, que ce soit en microbiologie et en chimie au niveau des eaux, mais je vous le présenterai un petit peu au fil de la discussion. Au cours de cette présentation, je vais essayer d'aborder différents sujets. Donc, je vais peut-être vous faire un petit point contexte des implications de l'ANSES et du laboratoire d'hydrologie sur le sujet pour vous resituer pour ceux qui ne connaîtraient pas bien nos implications. On discutera rapidement de ce qui a déjà été fait au niveau cyanobactéries parce que c'est un sujet qui perdure et qui dure depuis un certain temps pour améliorer les choses, notamment au niveau des cyanobactéries planctoniques. On en viendra donc aux actualités sur les cyanobactéries benthiques, au travers de deux aspects, la stratégie de surveillance actuelle qui a été un petit peu déjà abordée, même bien abordée par le ministère, et un aspect un petit peu donc neuf, j'ai envie de dire, sur les alternatives en termes de surveillance et d'outils qui pourraient peut-être venir compléter ce qui se fait déjà. Alors, première chose sur l'ANSES en elle-même. Donc, l'ANSES, c'est une agence nationale de sécurité sanitaire. On travaille dans différents domaines qui vont de l'environnement à l'alimentation, en passant par la santé de manière générale. J'ai mis en avant trois termes qui essaient un petit peu de vous résumer finalement les activités ANSES: efficacité, innocuité, évaluation du risque sanitaire. C'est vraiment les trois notions clés qui peuvent définir l'agence. Et dans le domaine un peu précis au niveau de l'eau, ça s'applique à différents domaines qui vont être, par exemple, les procédés produits de traitement qui s'appliquent au niveau des eaux, les matériaux entrant en contact avec les eaux, des appuis qui vont se formaliser au niveau de la réglementation. Enfin, c'est assez divers et varié. Et bien sûr, en ce qui nous concerne, des activités sur l'évaluation des risques sanitaires en lien avec les micro-organismes et les contaminants chimiques. Donc il y a deux sites qui sont impliqués au niveau des eaux. Un site qui est un site d'évaluation des risques qui se situe à Maisons-Alfort, et puis le laboratoire d'hydrologie de Nancy qui, comme son nom l'indique, est à Nancy, donc dans l'est de la France, où donc on travaille avec nos collègues chimistes et microbiologistes. Au niveau des domaines d'activité du laboratoire, donc on est laboratoire national de référence dans différentes matrices hydriques, donc les eaux de consommation humaine, les eaux minérales naturelles, les eaux de loisirs et plus récemment les eaux usées brutes pour des aspects d'épidémiosurveillance, SARS-CoV, etc. Vous avez certainement entendu parler aussi. Donc nos missions sont assez variées, multiples. Pour exemple, on délivre des agréments, donc on a parlé des agréments dans la présentation précédente. Donc quand je dis on, c'est plus au niveau ANSES, pas au niveau du laboratoire, mais au niveau ANSES en général. On intervient sur des appuis scientifiques et techniques, c'est-à-dire sur des sujets spécifiques sur lesquels on peut être sollicité par les ARS, par le ministère sur des saisines. Et puis on va aussi organiser par exemple des EILA. Et donc j'ai cité ces trois exemples parce que c'est des exemples sur lesquels on est intervenu déjà au niveau des cyanobactéries. Une activité importante aussi, et on essaie d'être présent sur ces aspects-là, ce sont les animations techniques, donc pour essayer d'accompagner les intervenants qui produisent des résultats analytiques, notamment dans le cadre du contrôle sanitaire. Donc ces animations techniques, elles interviennent au niveau de la normalisation et elles interviennent aussi par l'animation de journées techniques, thématiques. Et on en a notamment eu deux l'année dernière, en 2024, une sur les cyanobactéries de manière spécifique et une autre sur les cyanotoxines, également dédiée aux aspects mesures ELISA, chromatographie. Voilà. Donc, pour revenir et finaliser un peu le cadre qui s'applique au niveau des laboratoires, donc les laboratoires de contrôle sanitaire sont soumis à agrément, on en a déjà un petit peu parlé. La particularité au niveau des cyanobactéries, c'est qu'on est au carrefour finalement de deux domaines de compétences. Et on va avoir à la fois des laboratoires qui sont vraiment habitués à faire du contrôle sanitaire en baignade, mais on va aussi avoir des interlocuteurs, notamment parmi vous, de structures qui sont plus orientées sur des capacités d'hydrobiologie, d'état écologique des masses d'eau, et qui ont des compétences un petit peu différentes et plus pointues finalement sur les aspects cyanobactéries.
Donc ça nous amène effectivement à avoir deux profils au niveau des structures. Des laboratoires qui maîtrisent bien, on va dire, la thématique eau de baignade et le cadre d'intervention sur les zones de baignade, et puis des bureaux d'études qui ont à nous apporter, on va dire, sur des compétences, mais ça on le verra un peu plus tard. Alors pour vous donner un petit état des lieux, actuellement, au niveau des cyanobactéries, on a 15 à 20 structures qui sont agréées. Et on a, dans le cadre de cet agrément, des évolutions, notamment avec cette exigence d'accréditation qui est sollicitée au niveau des laboratoires pour juin 2026, pour le dénombrement des cyanobactéries et des cyanotoxines aussi, d'ailleurs. Donc, le souhait de cet agrément et de cette accréditation, c'est d'emmener les laboratoires vers une harmonisation, vers un niveau, on va dire, reconnu de compétences. Un niveau aussi de fiabilité des mesures, et c'est dans ce cadre-là donc que s'inscrivent ces nouvelles exigences. Alors, comme je vous le disais, un petit point rapide sur ce qui a été fait déjà au niveau des cyanobactéries planctoniques sur les aspects méthodologiques. Donc depuis 2016, le laboratoire essaye un petit peu justement de contribuer à la harmonisation des méthodes, méthodes d'échantillonnage. Donc un premier document avait été diffusé déjà pour des aspects surtout prélèvement dès 2016, et ensuite on a un certain nombre de documents auxquels a contribué le laboratoire. Donc en 2018, la proposition de mettre au propre finalement les deux grandes variantes utilisées pour le dénombrement des cyanobactéries, donc la méthode du thermol, la méthode par filtration qui a été notamment beaucoup promulguée et établie dans les laboratoires par Luc Briand. Donc on a souhaité, on va dire, mettre un cadre déjà à ces deux méthodes en essayant de mettre à plat tout ce qui était pratiqué et partagé dans les laboratoires. Et puis de manière plus récente au niveau donc normatif, vous avez un premier fascicule de documentation qui a été publié, le FDT 9779, qui visait à préciser notamment la partie cyanobactérie de la norme 15204 du thermol, et qui a été notamment animé par Christophe. Et un deuxième document, comme on l'a dit, qui est paru récemment en janvier, qui est la norme XPT 90330, qui définit un cadre méthodologique pour le dénombrement des cyanobactéries planctoniques dans le cadre du contrôle sanitaire de manière spécifique. Voilà. Alors, j'ai mis au milieu le référentiel d'analyse du contrôle sanitaire. Ce référentiel d'analyse du contrôle sanitaire, il est édité par le laboratoire et il apporte des compléments aux documents normatifs pour aider les laboratoires aussi à adapter quelquefois les quelques manquements ou les difficultés d'interprétation qu'on peut avoir, et qui apportent donc des informations aussi très intéressantes et qui est disponible en ligne avec une partie aussi cyanobactéries. J'ai juste resitué l'analyse de risque de 2020 aussi de nos collègues de l'UERE qui est intervenue donc après l'harmonisation des méthodes CIAMES, CIAMU et donc avant la normalisation et les travaux qui ont été diffusés. Donc tout ça, ce sont des activités qui ont été centrées sur les cyanobactéries planctoniques. Donc si on passe un peu aux aspects benthiques qui nous intéressent aujourd'hui, on est vraiment sur un peu un nouvel enjeu avec de manière très concrète l'augmentation des questionnements, que ce soit en ARS ou au niveau des laboratoires, questionnements qui vont intervenir sur la prolifération des cyanobactéries benthiques, que ce soit au niveau des baignades, et là, il faut le reconnaître, c'est quand même essentiellement à ce niveau-là que les questions se posent, mais sans négliger aussi les aspects qui vont être en lien avec les ressources superficielles et l'utilisation de ces ressources en tant que production d'eau à la consommation humaine. Donc on a bien ces deux aspects. Ensuite, un petit focus sur les aspects mortalité de chiens, parce que je pense qu'il faut dire que quand même c'est l'aspect qui va sensibiliser le plus fortement le grand public à la problématique des cyanobactéries, notamment cyanobactéries benthiques, et c'est vraiment un vecteur, on va dire, d'accélération de la prise de conscience des problématiques des cyanobenthiques pour le grand public, je pense, et on a vu que ça intervenait de manière assez logique dans les chaînes de gestion de cet aspect. Et un mot aussi sur le dérèglement climatique, pour dire que quand on analyse un peu la situation, effectivement, au vu des conséquences du dérèglement climatique sur l'augmentation de la température des eaux, les étiages plus marqués, donc diminution des vitesses de courant, des zones de plus faible profondeur,
on a de bonnes chances ou risques, je ne sais pas comment il faut le dire, que la problématique des cyanobactéries benthiques perdure et s'intensifie dans le temps. Donc c'est effectivement un point qui suscite notre vigilance et sur lequel on est assez attentif à l'heure actuelle. Alors de la même manière, pour reprendre un peu ce qui a déjà été fait pour les planctoniques, on avance pas à pas sur la problématique des cyanobactéries benthiques. Donc le rapport d'évaluation qui a été cité de 2020 par l'ANSES, qui a été produit par l'ANSES, les experts de l'ANSES, préconisait déjà des éléments de gestion sur les cyanobactéries benthiques. Ces éléments de gestion ont été repris, interprétés, et j'ai envie de dire mûris au niveau de l'instruction qui a été diffusée, instruction BENIAD, dont on a parlé tout à l'heure, qui a été diffusée en 2021, qui précisait déjà des aspects sur la nécessité de vérifier la dominance des cyanobactéries toxinogènes dans les biofilms de cyanobactéries benthiques, la nécessité d'analyse qualitative sur les biofilms et qui définissait donc, on l'a vu avec le logigramme, des niveaux d'alerte et un logigramme de gestion pour ces aspects. On a parlé aussi des journées d'animation. Donc ces journées d'animation ont été mises à profit avec le ministère pour éditer une foire aux questions qui est accessible aussi en ligne et qui a permis de clarifier des aspects analytiques sur le prélèvement, l'échantillonnage des biofilms de cyanobactéries benthiques et sur l'analyse des cyanotoxines. Voilà. Donc ça, c'est à peu près les éléments qui sont à l'heure actuelle disponibles sur la clarification pour les cyanobactéries benthiques en baignade, voire en ressources superficielles. Si on détaille un tout petit peu ces aspects, mais je vais aller assez vite parce que ça a été repris aussi sur les aspects logigrammes. Donc actuellement, dans la zone de baignade, on va, en cas de prolifération, on va dire, de cyanobactéries benthiques, on va surtout s'intéresser aux biofilms et éventuellement à la présence de flocs, avec un certain nombre d'éléments déjà qui cadrent ces analyses sur le biofilm, avec le fait qu'on souhaite un prélèvement moyenné, qu'on souhaite que ce prélèvement moyenné soit réparti sur la zone de baignade, qui soit représentatif des différents substrats sur lesquels éventuellement les cyanobactéries benthiques vont proliférer. Donc ça, c'est l'aspect vraiment échantillonnage et il nécessite déjà un certain niveau d'expertise. Ensuite, on a des aspects sur le conditionnement et le transport, où on demande à ce que ces biofilms soient immergés pendant le transport, qu'ils soient fixés au lugol, et c'est ça déjà les deux principales contraintes. Et pour revenir donc à ce que je disais tout à l'heure sur l'analyse du potentiel toxinogène, finalement, au niveau du biofilm, ce qu'on attend, c'est une analyse qualitative de la présence de toxines, analyse qui peut être réalisée à l'heure actuelle soit par une méthode ELISA, soit par une méthode chromatographique, puisqu'il n'y a rien qui n'a été encore imposé à ce sujet. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à compléter ou à faire évoluer ces pratiques? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, on peut regarder un peu s'il y a d'autres méthodes de surveillance qui sont utilisées par ailleurs. Donc, au niveau européen, en 2022, il y a le JRC, donc, qui est une structure qui essaie de coordonner un petit peu ce qui se fait au niveau des aspects techniques au niveau européen, qui a fait un bilan, qui a demandé un bilan en fait des pratiques en place au niveau des différents États membres. Et quand on regarde, il faut être honnête, il n'y a pas beaucoup d'éléments sur les cyanobactéries benthiques et c'est difficile de trouver des éléments, on va dire, qui permettraient de faire évoluer nos pratiques dans ce document. Donc si on va un petit peu plus loin, on a donc par exemple la Nouvelle-Zélande et les États-Unis qui eux ont des retours d'expérience aussi sur les cyanobactéries benthiques. La Nouvelle-Zélande depuis un certain temps, depuis 2009, où ils ont commencé à éditer effectivement des recommandations de gestion. Et de manière plus récente, au niveau des États-Unis, là en 2022, il y a un document aussi qui est assez riche, on va dire, sur les aspects gestion. Donc, ce qui ressort de ces différentes stratégies, c'est que finalement, on a différentes façons d'aborder la problématique de la gestion des zones de baignade. Soit on reste j'ai envie de dire, assez focalisé sur la zone de baignade elle-même, et on va avoir ce qu'on appelle une surveillance restreinte, qui est donc un petit peu ce qu'on fait à l'heure actuelle au niveau français. Mais on voit que sur ces autres stratégies, il est aussi proposé d'aller un petit peu plus loin que la zone de baignade, de surveiller l'aval, de surveiller l'amont, et d'avoir une stratégie d'anticipation pour, justement, on en discutait tout à l'heure,
être un petit peu plus proactif sur les risques de dissémination, sur les risques de recrudescence de prolifération. Alors ensuite, la manière dont on va aussi évaluer la prolifération au niveau de la zone de baignade peut être un peu différente. Donc on peut s'intéresser au biofilm avec 3 niveaux, le stade de développement, le niveau de recouvrement du substrat dans la zone, et puis le risque de détachement, donc de dissémination au travers des flocs, qui est finalement le risque un peu le plus évident, avec la mise en circulation de ces flocs dans le courant, ou des dépôts sur les berges qui vont être aussi un signal d'alerte important pour les baignades. Voilà. Alors j'ai ajouté le petit triangle sur les mortalités animales, puisque effectivement c'est un peu le court-circuit. À partir du moment où on constate ces décès au niveau des animaux, on a d'emblée une situation d'alerte qui est accrue et qui est forcément maximale, j'ai envie de dire, en termes de gestion. Donc la question qui se pose au-delà de la problématique du stade de développement du biofilm, c'est le potentiel toxinogène. Donc potentiel toxinogène, et on va voir que là aussi ça pose des questions. Donc j'ai indiqué différentes verrous limites à cette pratique qui est assez séduisante comme ça quand on la regarde, mais derrière il y a quand même des contraintes, c'est-à-dire quand on veut faire une surveillance élargie, il faut avoir les compétences, parce qu'il faut identifier les bons sites à surveiller en aval, en amont. Ça peut bouger en fonction des conditions hydrologiques, c'est pas si évident que ça. Il y a la problématique RH, c'est-à-dire il faut aussi avoir les ressources, plus de sites à surveiller, il y a plus de temps à passer, plus de disponibilité nécessaire au niveau des équipes. Donc ça, il faut la trouver et ça coûte aussi. Et puis après, il y a des problèmes qui sont strictement liés aux compétences des intervenants. Donc je reviens à mon discours de tout à l'heure, on a des laboratoires de contrôle sanitaire, on a plutôt des structures qui sont spécialisées en hydrobiologie, et c'est vrai que pour aller juger du stade de développement, du niveau de recouvrement et même du potentiel toxinogène, il faut avoir des compétences qui ne sont pas forcément installées à l'heure actuelle sur l'ensemble des acteurs au niveau, qui ont l'habitude d'intervenir au niveau du contrôle sanitaire. Donc ça, il faut l'avoir en tête, et en tout cas, nous, on l'a bien identifié, et ça fait partie des choses sur lesquelles il faut à la fois avoir une prise de conscience et à la fois communiquer, je pense. Et un petit point, une remarque, on va dire, sur le fait que finalement, ce qui est le plus facile à diagnostiquer, c'est la présence des flocs, puisque de fait, c'est très visuel aussi et beaucoup plus facile à constater que le reste que j'ai pu évoquer, le reste des stratégies de gestion. Je ne sais pas combien de temps il me reste, je vais peut-être accélérer. 2 minutes, ok, je vais vraiment accélérer. Donc, les limites associées, celle-ci, je vais la passer rapidement parce que j'en ai déjà discuté. Donc, on a une complexité à définir les sites à surveiller par rapport à la variation des débits, des courants, etc. Sur les aspects de niveau recouvrement, il faut aussi avoir en tête qu'il faut le faire avec une méthodologie. Je parlais d'harmonisation tout à l'heure, il faut donc des compétences, il faut parfois du matériel. On voit que dans les rapports considérés, ça ne se fait pas forcément à l'œil nu, et je reviens au niveau de compétences. Et il faut avoir des stratégies d'échantillonnage pour que ce que l'on fait soit reproductible et transposable d'un site à un autre. Donc ça suppose aussi une montée en compétences importante. Et ensuite, il y a des discussions aussi sur comment on fait pour considérer qu'on est à risque ou pas. Donc par rapport au pourcentage de recouvrement, inférieur à 20%, 20 à 50%, supérieur à 50%. C'est des valeurs qu'on va retrouver à la fois aux USA et en Nouvelle-Zélande, mais quid de leur fiabilité, de leur intérêt, enfin ça se questionne également. Potentiel toxinogène, je vais très vite parce que je pense que beaucoup sont aussi au fait sur ces aspects-là. C'est difficile de définir le potentiel toxinogène puisqu'on sait que c'est un potentiel, il s'exprime plus ou moins en fonction des facteurs qui ne sont pas toujours connus. Des problématiques sur la variabilité spatio-temporelle des genres qui sont toxinogènes, qui peuvent donc bouger, qui peuvent évoluer dans le temps. Des problématiques sur la présence, quand on est sur de souches qui sont plus ou moins toxinogènes, avec des potentiels qui sont différents, même pour un même genre toxinogène. Et puis, toujours la problématique de la compétence en détermination. Il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire si on classe un genre toxinogène, il faut que ce soit une détermination très fiable au vu des conséquences qu'il y a derrière.
Donc les outils d'évolution, je vais rapidement aussi, ce qu'on peut voir un petit peu dans la littérature, c'est des possibilités de surveillance par satellite, par drone, des assistances d'observation à l'observation microscopique pour fiabiliser justement l'identification. En faisant comme ça un petit peu un recensement, j'ai quand même l'impression que ces aspects-là, surtout c'est les aspects benthiques, sont encore très marginaux et pas mûrs. Donc ça me semble un peu utopique, j'ai envie de dire qu'on va aller vers ça très rapidement. Et puis il y a des outils un peu plus accessibles, comme la quantification des pigments sur site, avec des outils, des sondes, qui permettent de faire des évaluations du développement des cyanobactéries benthiques, et des aspects sur des méthodes moléculaires, séquençage, quantification par PCR, qui sont aussi des choses qui sont plus accessibles. Donc je dirais que les deux premiers sont plutôt un peu loin encore d'une utilisation en routine. Les deux suivants, peut-être on peut commencer à s'interroger sur leur intérêt. Donc rapidement, avantage, inconvénient des quantifications spécifiques sur site. C'est rapide, ça permet de faire des diagnostics plus nombreux, sur peut-être un nombre de sites plus important. Ce que j'ai pu noter dans la bibliographie, c'est des possibilités de sous-estimation lorsqu'on est sur des biofilms épais, c'est des problématiques de fiabilité lorsqu'on est affecté par l'âge des biofilms, la taille, le volume, par la présence de matière organique dissoute et par la présence de substances humiques. Donc on va dire des biais, et je pense que ces outils ont encore besoin d'être évalués et peut-être confortés avant d'être généralisés si c'était une option retenue. Et puis les aspects moléculaires, donc deux familles très, très différentes finalement à mon sens. Les outils de séquençage, lorsqu'on veut vraiment caractériser des zones, se situer dans des stratégies d'anticipation où on veut comprendre un petit peu les mécanismes qui vont impacter des zones qui sont soumises à des proliférations récurrentes, avec une spécificité toujours sur les cyanobactéries benthiques, c'est qu'on est moins avancé manifestement que pour les planctoniques, et les bases de données qui permettent de faire de l'identification sont encore lacunaires, et donc on est un petit peu freiné, j'ai envie de dire, sur l'usage de ces outils. Et puis des aspects de PCR quantitative, alors qui sont quand même assez intéressants parce que la PCR quantitative, c'est pas tant un outil de détermination qu'un outil en fait de mesure du potentiel toxinogène. C'est-à-dire que là, on va dans une démarche où on va essayer de s'affranchir un peu plus de l'identification et de la mise en évidence du genre, et on va s'intéresser vraiment à la présence des gènes qui sont responsables de l'expression du potentiel toxinogène. Et là, on va avoir donc du coup une facilité à conclure peut-être par rapport à la détermination qui peut être plus compliquée pour certains. Ça va permettre de fournir des alertes assez précoces sur justement si on a un suivi régulier sur l'élévation du signal lié aux gènes responsables de la production de toxines. Donc c'est des outils qui peuvent être intéressants. Alors il y a aussi des limitations. Quand on est sur les benthiques, manifestement, aller faire des lises pour accéder aux acides nucléiques, c'est pas si simple. Il faut quand même bien travailler et avoir des méthodologies qui, à l'heure actuelle, ne sont pas harmonisées et qu'il nécessiterait pour avoir des outils efficaces. Et puis, il y a la problématique pour faire un lien entre l'expression des gènes, qui va être mesurée par ces outils de PCR, et effectivement la présence de toxines avérées, donc être capable de définir un seuil à partir duquel, lorsqu'on a présence un seuil qui relie la quantité de gènes responsables de l'expression des toxines et la présence de toxines, la production de toxines. Voilà. Donc là aussi, on a des problématiques de lacunes sur les cibles qu'on va suivre en PCR. Pour les benthiques, de nouveau, la bibliographie montre qu'on n'est pas encore très exhaustif et qu'il faut encore travailler pour avoir un recensement des régions et être capable d'y accéder par des outils de PCR. Voilà. Conclusion très rapide, 30 secondes. La nécessité de monter en expertise pour la surveillance des cyanobactéries benthiques, c'est un sujet neuf. Je l'ai dit, les acteurs ont des niveaux de compétences quand même qui sont variables. Donc on est très friand des retours d'expérience et de l'expertise qui peut nous être accessible. Et la collaboration avec Christophe est un très bon exemple.
Et pour vous dire qu'à l'heure actuelle, on travaille donc sur la stabilisation des modalités d'échantillonnage. On transfère ce qui est déjà disponible on a des projets de transfert dans des guides qui sont spécifiques, normatifs, qui sont spécifiques du contrôle sanitaire. Et le dernier point, on en a aussi parlé, la révision de la directive baignade, où on a effectivement une vigilance par rapport, alors, vigilance c'est un peu péjoratif, mais en tout cas une attention par rapport à ce qui pourrait être décidé, ce qui pourrait être discuté avec nos collègues des États membres pour proposer une stratégie de gestion. Voilà. Je vous remercie. Merci bien, Thierry. Alors on commence à déborder légèrement dans le timing, mais on peut quand même prendre une ou deux questions dans l'assistance s'il y en a. Bonjour, je vous remercie. Je voudrais uniquement savoir pourquoi dans l'analyse des benthiques, on se limite à l'anatoxine. Alors là, je pense je ne sais pas si vous voulez, Ronan, ou non. Je peux répondre partiellement et vous compléter, mais je pense que dans l'évaluation des risques au niveau des benthiques, ce qui a été associé en 2020 dans les travaux de l'ANSES, c'était essentiellement des genres qui étaient, en tout cas en France, producteurs d'anatoxine. Donc peut-être que c'est à réviser, mais en tout cas à l'époque, c'est les données qui ont été mises en évidence. Moi, j'ai vu des publications aussi assez récentes qui faisaient état effectivement des toxines dominantes par région géographique. Et j'avais l'impression que c'était toujours d'actualité, en tout cas que l'anatoxine était assez majoritaire dans les biofilms à cyanobactéries benthiques. Donc voilà, je pense que c'est vraiment des aspects bibliaux qui ont orienté sur le sujet. Oui, effectivement, concernant le choix d'un suivi au niveau anatoxine, l'argumentaire est bien celui que tu as évoqué. Lorsqu'on a fait le travail de revue de la littérature en 2020, il est apparu que c'était la toxine qui était la plus problématique au niveau des biofilms. Maintenant, je ne suis pas expert au niveau cyanobactéries. Il est possible qu'il y ait présence d'autres genres de cyanobactéries susceptibles de produire d'autres choses que des anatoxines, mais ça reste quand même l'une des toxines majeures. Et d'autant qu'en termes de toxicité, l'aspect neurotoxique est problématique et renforcé en cela par les mortalités de chiens qu'on a pu observer. Donc c'est aussi pour cette raison-là que l'accent a été mis sur cette famille de toxines-là. Est-ce qu'il y a une toute dernière question pour Monsieur Lapre, on aura quand même encore la possibilité d'y revenir, et notamment peut-être celle du chat, mais dans le petit temps d'échange après la dernière. Joël. Oui, vous parlez justement, Joël Robin de l'ISARA, de Lyon. Vous parlez justement de l'évolution, de comment présager du risque toxique. Moi, je pose une question, c'est est-ce que par rapport à du vécu et à la capacité d'identifier sainement, visuellement, des risques liés à la présence de cyano, avec un problème de cyanobenthique qui peut résulter avec une présence, mais pas forcément avec un risque toxique, est-ce qu'on ne doit pas finalement sauter un peu les barrières et aller directement sur de la PCR et de l'analyse de tox, au lieu de vouloir essayer d'échantillonner, avoir une stratégie d'échantillonnage des cyanos qui permette d'identifier, voilà, de reconnaître quelle est la cyano. Voilà, c'est un vrai questionnement, parce que nous, on a vraiment des limites même de savoir comment on peut faire pour déterminer quelle est la cyano en question. Avec Formidium, on en a parlé, et autres aspects techniquement presque impossibles. Voilà, nous on identifie bien effectivement l'avantage de certains outils de biologie moléculaire. La difficulté à l'heure actuelle, c'est déjà, j'ai envie de dire, sur les méthodes historiques, d'harmoniser toutes les pratiques, d'identifier les acteurs et la montée en compétences, parce que ces outils aussi de biologie moléculaire sont à l'heure actuelle pas forcément disponibles dans tous les laboratoires. Et quand bien même ils le seraient, on voit que les méthodes
qu'on pourrait emmener là aussi à la normalisation, puisque c'est un peu la stratégie habituelle dans le contrôle sanitaire. Hein. On définit une méthode, on la déploie. On n'est pas encore sur un socle qui est parfaitement établi, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur les benthiques. Le recensement des gènes qui sont à l'origine du potentiel toxinogène n'a pas l'air tout à fait exhaustif et complet. Donc on est encore sur quelque chose qui est en évolution, et du coup, ça me semble un peu prématuré à l'heure actuelle d'aller porter ce genre de méthode. Mais ça reste effectivement un objectif à moyen terme. Sur le planctonique, ça pourrait peut-être être un peu différent, mais voilà, il reste les limites quand même actuelles d'équipement des laboratoires et de compétences.